Ce France-Sénégal était sans doute le meilleur match de la Coupe du Monde jusqu'à présent. On a eu droit à un haut niveau de jeu des deux côtés. On a eu droit à deux périodes totalement différentes. On va essayer d'observer d'un peu plus près, voir ce qu'il s'est passé, analyser ce match entre les lignes pour davantage comprendre comment la France a fini par battre les Sénégalais alors que l'équipe africaine était très forte. Honnêtement, ils ont très bien commencé le match et on va justement aller là-dessus. Tout d'abord, une action que j'ai fortement appréciée, c'est celle où ça démarre de la défense, avec le Sénégal qui démarre de l'arrière pour ensuite trouver en déviation Ismail Assar qui joue de la tête pour son coéquipier Nicolas Jackson. Il va faire un contrôle et ensuite une aile de pigeon sans regarder pour son coéquipier en profondeur. La première touche est excellente, il accélère directement, prend de vitesse la défense, mais ensuite, il y a Dayot Upamecano qui va intervenir une première fois et une seconde fois pour ensuite relancer et redonner de l'air à l'équipe de France. Bien sûr, on va y revenir plus tard par rapport aux individualités, mais il n'y a aucun doute sur le fait que Dayot Upamecano a réalisé un match énorme. Il a été époustouflant et là, il a déjà montré une première fois. D'ailleurs, il a été mis seulement une fois en difficulté et c'est lorsque le Sénégal a su trouver la profondeur. On peut l'observer ici, il y a un espace et ils l'ont détecté. Et ensuite, Nicolas Jackson était face à Dayot Upamecano justement et en un contre un, il lui a feinté dans un premier temps. Ensuite, il a frappé dans un timing surprenant et là, Upamecano n'a pas su intervenir. Et c'est à ce moment-là que le Sénégal a touché le poteau. Ils étaient à deux doigts de marquer. On ne va pas se mentir, s'ils avaient un petit peu de réussite, ils auraient pu marquer à ce moment-là. On voit déjà deux situations très dangereuses, mais ce n'est pas tout. En toute fin de première période aussi, le Sénégal a eu une énorme occasion pour pouvoir marquer. Ça avait commencé sur le côté gauche avec un décalage pour aller trouver Sadio Mané qui lui va résister à la charge physique de Michael Olise qui est revenu défendre. Ensuite, il va donner un super ballon comme ça dans l'axe pour Ismail Assar. Il aurait pu frapper du pied gauche, mais il décide de jouer sur son pied droit et il frappe complètement au-dessus du but. Et ça, c'est dommage pour les Sénégalais parce qu'en première période, pour moi, il n'y a pas eu débat. Ils étaient largement meilleurs que les Français. Ils ont eu 5 occasions de but. La France en a eu une seule et ce n'était même pas une vraie occasion. C'était un tir contré d'Ousmane Dembélé. Et quand on combine tout ça, je me dis très clairement qu'ils auraient pu faire mieux et que c'est là où s'est joué le match en première partie. Le premier point de bascule, c'est l'inefficacité du Sénégal qui a laissé en vie l'équipe de France. Et quand tu laisses en vie une équipe avec Kylian Mbappé, Olise, Dembélé, Doué, Barcola encore qui peut entrer par exemple, oui, c'est beaucoup trop dangereux. Et en soi, pour moi, la clé côté équipe de France, ça a été aussi d'améliorer le pressing, de moins laisser les Sénégalais mettre en place leur jeu. Parce que je trouve qu'en première période, les Sénégalais pouvaient jouer beaucoup trop tranquillement et ça, ce n'est pas possible. Et là, on va l'observer directement avec un jeu venant de l'arrière côté Sénégal où ils ont été mis en difficulté. Là, en soi, c'est un contrôle compliqué et ensuite, c'est un duel gagné par Jules Koundé. Ensuite, on voit qu'il va donner un ballon en profondeur pour Michael Olise qui va y aller tout seul cette fois-ci. Il va tenter sa chance face à Edouard Mendy qui va faire un arrêt assez fantastique. Là, encore une fois, il maintient en vie, bon, c'est pour la première fois dans ce match-là, mais ça ne sera pas la seule, où il maintient en vie les Sénégalais. Il va le faire une seconde fois parce qu'encore une fois, on va voir que le pressing français est très bon et là, il a fait la différence. Là, il a gêné les Sénégalais parce que cette fois-ci, c'est Adrien Rabiot qui va pousser un Sénégalais à se précipiter. Et là, encore une fois, un contrôle raté, cette fois-ci de Gana Gueye qui va laisser filer le ballon pour Michael Olise. Olise, il ne se pose pas de questions. Directement, il envoie un caviar pour Kylian Mbappé. Et là, ouais, Edouard Mendy, c'est phénoménal. 2 arrêts ultra décisifs. Et il a été assez aberrant et je me suis dit qu'ils ne marqueront pas face à lui tellement il était dans un grand soir. Mais vous avez vu, ça a fini par craquer. Tout d'abord, Dayot Upamecano. J'ai dit qu'il a été très fort défensivement, mais à la relance aussi. Là, par exemple, il casse la pression du Sénégal. Ici, il y a 3 joueurs sénégalais éliminés sur une accélération de Upamecano, balle au pied et une passe latérale pour Koundé, qui va ensuite, lui, aller chercher Michael Olise. Mais ce joueur est un diable. Regardez-moi ce contrôle orienté pour éliminer le joueur. C'est phénoménal. Il arrive à le contourner et ensuite il donne une passe extraordinaire.
pour Kylian Mbappé qui s'est encore une fois raté parce que là, il se précipite, il veut trop marquer et après, il rate le timing et Edouard Mendy arrive à intervenir et à l'empêcher de pouvoir armer une frappe. Mais Olise, qu'est-ce qu'il nous a fait là? Déjà la prise de balle, le contrôle orienté et ensuite la passe dans le timing parfait pour offrir un face-à-face à Mbappé. Non, c'est pas normal. Franchement, c'est pas normal du tout. Et vous savez quoi? Le pire, c'est qu'il a réitéré sans le contrôle orienté, mais avec une passe encore meilleure. Parce que regardez ce ballon de but qu'il a donné à Kylian Mbappé. C'est juste fou. Là, en soi, il casse deux lignes et dans l'intervalle comme ça, il donne un ballon parfait pour Mbappé qui est devant Edouard Mendy. Et cette fois-ci, à la 66e minute de jeu, il va réussir à marquer. Il va croiser sa frappe et il va la mettre au fond. Regardez à nouveau cette passe de Michael Olise. Elle est extraordinaire. Et puis Mbappé, il arrive à finir sur cette action-ci. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très, très intéressant. Mais Olise, il a forcé son talent. C'est simple. Il s'est dit, on n'y arrive pas, on ne marque pas. Ok, je vais m'occuper de tout et vous vous occupez du reste. C'est aussi simple que ça. Je vais y revenir plus tard sur les performances individuelles, mais Olise, bien sûr qu'il a été un game changer. D'abord, on parle du pressing français qui a été meilleur. On parle du pressing sénégalais qui a été inefficace aussi à partir de là. Et puis, bien sûr, on parle de Michael Olise qui a complètement débranché son cerveau et il a juste joué au football en étant brutal. J'ai envie de dire ça, même s'il a joué intelligemment, mais vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Ensuite, une action moi, que j'ai beaucoup appréciée. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais que je trouve assez surprenant, c'est que Rabiot avait le ballon ici, sur l'action du deuxième but. Et quand on regarde au départ, sur le côté gauche, ce que j'ai entouré là, c'est Barcola et Kylian Mbappé qui font exactement le même appel. Ils sont dans la même zone. Et Barcola, il se plaint un peu et il dit, allez, tu sais quoi, je vais y aller tout seul. Et puis, il lâche complètement le positionnement de l'aile gauche et il prend le positionnement numéro 9 et il fait un appel oblique. Et il dit à Rabiot, donne-moi le ballon. Il est très sûr de lui. Et la passe de Rabiot, elle est parfaite. Il accélère ensuite et va lober le gardien pour réussir à le battre et réussir à marquer. D'ailleurs, je trouve que les lobes comme ça ne se voient plus trop dans le football. On en voit très peu, mais là, Barcola, on sait qu'il est souvent critiqué de par sa finition qui poserait potentiellement problème, mais cette fois-ci, je trouve qu'il a été excellentissime. Mais tout d'abord, ça a commencé par sa compréhension du jeu. Mbappé a fait une erreur de positionnement. Et ça, il le fait souvent au Real Madrid, il se met dans la zone de l'ailier gauche. Parce que ce n'est pas un pur neuf, donc il est un petit peu entre la zone d'ailier gauche et celle de numéro 9. Mais Barcola, il a tout compris. Il s'est dit, ok, tu vas dans ma zone, moi je vais dans la tienne. Et c'est ce qu'il a appris avec Luis Enrique, avec les permutations. Il l'a appliqué avec l'équipe de France. Et bien sûr, tout le monde ne le fait pas, mais sur cette action précise, il l'a fait et il a fait la différence. Son entrée en jeu à la place de Dembélé a scellé la victoire déjà à ce moment-là parce que le but du 2-0 était le but du break. Mais ce n'était pas fini pour autant. Le Sénégal est revenu et cette fois-ci, ils avaient réussi à casser la pression de l'équipe de France. On peut observer Iliman Ndiaye qui a le ballon, qui accélère et il va aller chercher sur le côté droit notre ami Ibrahim Mbaye qui a un positionnement où il n'y a pas de danger en soi. Ou en tout cas, ça ne peut pas venir de lui à la base. On peut se dire ça, mais il va faire la différence comme pas possible. Il va faire mine d'aller vers l'intérieur, puis il va faire passement de jambes et il va aller sur l'extérieur. Il va complètement déposer sur place Théo Hernandez qui va carrément tomber, pour vous dire. Et ensuite, il va ramer un pétard pour réussir à marquer. Il y a une faute de main de Mike Maignan parce qu'il touche le ballon de la main et ensuite ça rentre. C'est vrai. Mais il y a un pétard, il y a un missile envoyé par Ibrahim Mbaye. Et là, on se dit, il reste 3 minutes. On ne sait jamais, peut-être que le Sénégal va revenir, va égaliser et ça ne serait pas forcément démérité au vu de la première période où ils avaient été excellents. Mais vous savez quoi, il y a un gars qui s'appelle Kylian Mbappé qui a décidé que ça ne se passera pas comme ça. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Au moment où il décide de frapper dans cette position, je me dis mais pourquoi il frappe? Qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, non, il avait raison parce qu'il a réussi à marquer dans cette position en pleine lucarne. En plus, lucarne opposée. Je ne sais pas si on se rend compte un petit peu de la folie. Je ne sais pas qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour tenter ça. Et en plus, il a réussi à le faire. Mais sa technique de frappe, elle est incroyable. Croisée, comme je l'ai dit. Mais regardez comment il prend le ballon aussi. Vraiment un fouetté assez formidable. Et Edouard Mendy, moi, je pense qu'il ne peut pas faire mieux. Je sais que beaucoup reprochent au gardien sénégalais de ne pas avoir eu la main ferme ou d'avoir plongé plus rapidement, mais je trouve que la frappe est surprenante parce qu'on ne s'y attend pas, le timing n'est pas non plus habituel, et puis la puissance dans la frappe de Kylian,
C'est dingue. Et par rapport à ça, moi je trouve que c'est un but qui est déjà légendaire dans cette Coupe du Monde. Ça sera certainement l'un des plus beaux de la compétition. Et c'est pas juste une question d'esthétique, c'est une question de but qui nous choque. Quand on voit le but, on se dit waouh, qu'est-ce qu'il nous a fait? Tout le monde a été choqué et c'est ce genre de sensation-là qu'on aime avoir en Coupe du Monde. Alors, pour résumer un petit peu tout cela, par rapport aux points que j'ai cités, il y a d'un point de vue tactique des choses que j'ai déjà dit, mais j'ai envie aussi de parler des individualités. Parce que c'est ça aussi qui explique la chose. Déjà, forcément, Upamecano, pour moi, c'est le premier joueur qu'il faut mentionner parce que dans les moments durs de l'équipe de France, c'est lui aussi qui a permis à la France de rester en vie. Parce que, ok, le Sénégal n'a pas eu une bonne finition, mais il a empêché pas mal de fois le Sénégal de frapper au but. Alors qu'il y avait du danger, ils étaient dans la surface, très proches de pouvoir tenter de marquer, mais lui les a empêchés. Donc défensivement parlant, il a été incroyable pour gérer la profondeur dans son dos, ou bien encore vraiment en un contrat pur face à face, il a été splendide dans le jeu avec ballon à la relance, dans ses portées de balle ou même pour casser des lignes à l'arrêt, phénoménal. C'est un phénomène ce défenseur. Moi je dis toujours que pour moi Pacho c'est le numéro 1, mais juste derrière c'est pas Mécano et je me dis des fois quand je le vois, en fait il a un truc, pour moi c'est le seul défenseur qui donne une impression où il est choquant, où même si tu regardes jamais du football, tu sais qu'Upamecano, c'est un monstre. Déjà par rapport au physique, mais même, je sais pas, il sait tout faire sur le terrain. C'est un phénomène. Ensuite, Michael Olise, il a débloqué le match. Et il a décidé de prendre toute la pression de l'équipe de France sur son dos. Pour moi, c'est Upamecano dans l'ordre numéro 1 plus important. Ensuite, c'est Michael Olise. Phénomène. Lui, c'est un crack, pas possible. Et on se demandait dans cette équipe de France avec autant d'attaquants qui allait prendre la lumière. Bon, Mbappé, on va y revenir, c'est sûr, il met les buts. Mais Olise, pour moi, c'est le joueur, le leader technique. C'est lui le game changer. C'est lui le facteur X. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que si la France débloque la situation, c'est avec la créativité et la qualité technique de Michael Olise. Ça commence par là. Et ensuite, il y a le reste. Non, vraiment incroyable. Parce que, ok, Upamecano permet à l'équipe d'être en vie. Mais une fois que l'équipe est encore en vie, c'est Olise qui permet d'être en bonne santé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu dans ce sens-là que ça va. Ensuite, on peut parler bien sûr de Kylian Mbappé parce qu'il met un doublé, parce qu'il a été décisif. Mais son match, il est particulier. Et pour moi, le match de Mbappé, il décrit bien l'équipe de France sur cette rencontre. C'est-à-dire qu'il a complètement raté sa première période. Il est vraiment passé à côté. Et en seconde, il s'est réveillé, mais pas tout de suite non plus, mais il s'est réveillé. Et généralement, pour l'équipe de France, ce n'est pas un match qui me convainc à 100%. Parce que j'ai vu des fois des gestions défensives en termes de transition qui n'étaient pas bonnes. C'est individuellement que ça a été sauvé, mais collectivement, il y avait des espaces laissés qui étaient énormes. Je trouve que le pressing français, des fois, il est très bon et des fois, il est complètement raté, pas assez organisé. Et après, il y a des gros trous d'air. Face à des équipes comme le Sénégal qui sont fortes techniquement, ça peut être dangereux. Donc attention à ça. Ça, il faut le garder en tête. Mais d'un autre côté, il y a une puissance de frappe offensive qui est énorme. Et Olise le montre bien, Mbappé le montre bien aussi. Olise, il lance Mbappé en profondeur et Kylian, il termine. Après, il a eu du déchet, mais il a mis un doublé. Et même, vous voyez, c'est ça aussi, Mbappé en Coupe du Monde, c'est un joueur qui peut se permettre d'avoir beaucoup de déchets et de finir avec un doublé. Alors imaginez s'il n'avait pas de déchets dès le début, il aurait mis un triplé ou un quadruplé. C'est un truc de fou. Donc par rapport à ça, il faut le prendre en compte. Mais j'ai envie aussi de mettre du respect sur le nom d'Adrien Rabiot. Déjà parce qu'il a le même prénom que moi, mais aussi et surtout parce qu'il a vraiment fait un bon match. Son assist pour Barcola est excellent, c'est le but du break et il en a fait partie. Parce que ok, pour moi, il faut mettre au crédit de Barcola pour la compréhension du jeu, pour la finition, pour l'appel, tout ça. Mais Rabiot, il fallait quand même déposer le ballon comme ça, avec le bon dosage. Il a bien compris que Barcola, c'est une fusée, donc il l'a mis bien devant lui. Et Barcola, il a bien rattrapé le ballon. Et en plus, il a donné le ballon vraiment dans l'angle, en diagonale comme ça, vous voyez. Il n'a pas donné claqué tout droit comme ça. Le défenseur aurait pu revenir. Non, franchement, il a très bien joué le coup. Et globalement, sur le pressing aussi, j'ai montré une séquence où il a fait la différence. Je trouve que c'est un joueur qui a eu beaucoup de volume de jeu et qui a été, je trouve, nettement supérieur à Aurélien Tchouaméni. Je trouve qu'il était dans tous les domaines très très bon. Donc il a fait un super match. Et puis pour le reste, pour moi, il n'y a pas vraiment une autre. On peut parler de Barcola qui a fait une très bonne entrée, bien sûr. Hein. Là, il est dans les tops. Mais globalement, dans les meilleurs joueurs du match, c'est eux, selon moi. C'est eux qui ont vraiment été performants. Le grand perdant, bien sûr, c'est Ousmane Dembélé. Il n'y a pas de débat là-dessus. C'est le premier offensif qui sort, à la place de Barcola qui, en plus, lui, arrive à briller dès qu'il entre. Le changement est assez brutal. Je trouve qu'il a été
Ouais, il y a eu une passe très très bonne pour Kylian Mbappé avec un contrôle raté. Ça aurait pu être un assist qui aurait changé la donne, mais globalement, c'est un joueur qui a été en difficulté, balle au pied, qui n'a pas créé grand-chose. Et quand tu le compares à Olysée, le gap est énorme. Il faut qu'il prenne en confiance et en assurance dans cette équipe-là. Olysée ne se pose pas de questions et lui, je pense qu'il s'en pose un peu trop. Je le compare lui parce que dans l'aspect créatif, ils sont très similaires. Mais dans la finalité, ce n'est pas le cas. Et puis Dembélé, il est habitué maintenant à être ce joueur qui finalise, ce joueur qui prend la profondeur et termine. Avec l'équipe de France, c'est Mbappé qui aura ce rôle-là. Et lui ne l'aura pas. Donc lui doit essayer d'apporter différemment. Je pense que c'est pas encore fini pour lui, mais si ça reste comme ça ne m'étonnerait pas que Deschamps passe à une attaque à 3 pour solidifier l'équipe et pour que le trio offensif fasse la différence tellement ils sont déjà très performants. En soi, limite, tu as Olysée, Mbappé et tu peux déjà avoir une attaque qui met beaucoup de buts. Mais si tu rajoutes encore Désiré Doué, tu as déjà un très bon trio. Mais pour l'instant, on n'y est pas. On va conserver comme ça, on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, moi, encore une fois, c'est pas un match de l'équipe de France qui m'a choqué. Je me dis pas, ça y est, ouais, c'est le grand favori de la compétition. Parce que je vois des défauts clairs. Mais c'est le genre d'équipe aussi qui peut avoir des défauts parce qu'ils ont tellement de qualités offensives qu'ils peuvent se le permettre. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose, c'est difficile de quantifier aujourd'hui. La dimension de prise de risque avec les gains potentiels, elle n'est pas vraiment quantifiable pour l'instant. Maintenant, c'est vrai qu'à la base, j'ai pronostiqué une victoire du Sénégal. Je ne voyais pas l'équipe de France revenir aussi fort. J'avais dit que je voyais collectivement le Sénégal supérieur et je trouve que ça s'est retranscrit. Mais les individualités de l'équipe de France pouvaient faire la différence. Ça, je l'avais mentionné, ça a été le cas. Donc sur ma lecture, je trouve que j'étais dans le bon. Maintenant, sur la finalité, oui, je voyais le Sénégal gagner. Ça, on peut très difficilement savoir à chaque fois quelle équipe va gagner. Sinon, on serait tous millionnaires. Mais par rapport à ça, ça a été une surprise. Mais pas tant que ça non plus. Parce qu'en soi, Olysée, Mbappé, tout ça, on sait de quoi ils sont capables. Et ils l'ont montré. Et on voit que même si pendant un certain temps, ils ne sont pas dans leur match, il suffit d'un petit déclic et puis ça peut y aller. En tout cas, j'ai vraiment hâte de suivre cette équipe jusqu'au bout. Parce que je trouve qu'il y a du talent au mètre carré qui est trop important. On va suivre ça de très près. J'espère que vous serez présents aussi sur la chaîne, ici. Et je vais essayer d'avoir cet angle tactique où je vais vraiment prendre plus de temps pour essayer de comprendre comment la France a été mis en difficulté ou a fait la différence. Ça me plairait de savoir si vous voulez en avoir plus de ce genre de contenu-là ou non. Dites-le moi en commentaire, likez la vidéo si vous l'avez appréciée. Je sais que beaucoup regardent les vidéos mais ne sont pas abonnés, donc s'il vous plaît, faites-le, ça m'aiderait beaucoup. Je vise les 10 000 abonnés et j'espère qu'on va les atteindre. Et puis sinon, moi je vous dis, peace.